Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je peux passer, réponse A, après le passage du tramway, réponse B, quand le feu passe au vert. Alors, en général, quand il y a une traversée de tramway qui est régie par des feux de signalisation, c'est qu'il y a une raison. Lorsque le tramway passe d'un côté, il y a de fortes chances qu'un autre tramway, en sens inverse, passe aussi. D'où l'intérêt des feux de signalisation. Donc, après le passage d'un tramway, on regarde toujours la signalisation et on passera quand le feu passera au vert. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Dans cette situation, réponse A, je vais devoir changer de voie. Réponse B, le camion va devoir changer de voie. Alors, on va remettre la vidéo. Comme on peut le voir, on a deux routes qui se rejoignent. On a donc une ligne blanche, puis une voie d'insertion avec les lignes discontinues. Et on peut voir au loin des panneaux qui nous indiquent qu'on est dans un sens unique. Panneau à droite et à gauche. Donc, on rentre dans une route à deux voies. Deux voies, sens unique. Alors, si on regarde la petite animation que j'ai faite, donc le camion est à droite, nous on est la voiture rouge à gauche, on est dans une deux voies, on arrive dans une deux voies à sens unique. Or, en France, on roule à droite, on n'a pas le droit de rouler à gauche. À gauche, c'est réservé pour les dépassements ou lorsque la circulation est dense. Donc effectivement, il va falloir que je me rabatte à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Ce véhicule a correctement passé le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans la vidéo, on peut remarquer qu'effectivement, il a laissé passer les piétons, puis il est passé après. Donc, il a laissé la priorité aux piétons, il n'a pas fait de refus de priorité. Donc, clairement, ici, il a correctement passé le passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je dépasse les 3 camions en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse en restant sur cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici, on est dans une situation très courante, surtout sur autoroute. Alors, ici, vous voyez qu'on a 3 camions sur la file de droite qui sont très rapprochés. Donc effectivement, si je dépasse les 3 en même temps. Pourquoi? Parce que si je me rabats entre les camions, la distance de sécurité ne sera pas respectée. Ensuite, deuxième partie de la question, je dépasse en restant sur cette voie. Alors, on voit bien que le camion du milieu, lui, a activé donc ses clignotants gauche pour dépasser un des camions. Donc, il risque de venir sur la voie dans laquelle on est. Donc, si je veux dépasser ces 3 camions, il faut que je me mette sur la file de gauche. Donc ici, à la question, je dépasse les 3 camions en même temps? Oui, réponse A. Je dépasse en restant sur cette voie? Non, réponse D. Question numéro 5. Les usagers les plus impliqués dans les accidents avec les tramways sont: réponse A, les cyclistes; réponse B, les trottinettes; réponse C, les véhicules légers; réponse D, les piétons. Alors là, c'est vraiment une question de cours simple. Hein. C'est soit vous savez pas. Donc ici, je vous montre donc le document que vous retrouverez dans la formation. Et effectivement, les usagers les plus impliqués dans les accidents avec tramway sont les véhicules légers. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 6. Je m'arrête à l'implantation du feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on a ce qu'on appelle un sas vélo. Un sas vélo est en fait délimité par 2 lignes pointillées avec à l'intérieur un marquage au sol représentant des vélos. Donc, la première ligne concerne les vélos. Les vélos doivent s'arrêter à cette ligne-là au feu rouge. Par contre, les véhicules motorisés doivent s'arrêter à la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne qu'il y a derrière. Donc ici, je ne m'arrête pas à l'implantation du feu, mais je m'arrête à la deuxième ligne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Je roule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que les nouveaux examens, donc issus de la nouvelle réforme, prennent toujours en compte au moins une question sur les distances. Distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance durant le temps de réaction. Donc il faut que vous sachiez absolument calculer ces distances. Donc pour ça, vous pouvez aller dans la formation. Mais en tout cas, vous allez toujours avoir, sur la série de 40 questions, un calcul de distance. Alors, pour revenir à notre question, on va se baser sur les lignes de rive. Donc, vous savez que les lignes de rive, les tréplins font 3 mètres, les intervalles 3 mètres 50. Donc, la distance de sécurité, elle est au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas,
Donc la vitesse est de 80 km/h. Le chiffre des dizaines, c'est 8. Donc, tout d'abord, on multiplie le chiffre des dizaines par 3. Donc 3 fois 8, qui donne 24. Puis ensuite, le résultat, donc 24, on le multiplie par 2, ce qui donne 48. Et ce qui nous donne donc une distance de sécurité de 48 mètres. Ici, au vu des intervalles de rive, enfin des lignes de rive plutôt, on voit qu'on est vraiment en dessous des 48 mètres. Là, on doit être... il y a 2 lignes blanches, une ligne, une intervalle. Donc on doit être à 3 mètres, 3 mètres, 3,5. On n'est même pas à 10 mètres là. Voilà. On n'est même pas à la 10 mètres de la voiture qui nous devance. Donc on est vraiment très très loin de la distance de sécurité qui est de 48 mètres. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Mon véhicule n'a pas de place arrière. Je peux transporter, réponse A, un adulte, réponse B, un enfant de 9 ans, réponse C, un enfant sur un siège à coque face à la route. Alors, j'adore cette question parce que ça montre si oui ou non vous connaissez bien le code de la route. D'ailleurs, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un siège à coque, ça va être compliqué de répondre à cette question. Bon, c'est pas grave, hein, vous êtes là pour apprendre, vous êtes dans un processus pédagogique, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir sur la réglementation. Il faut que tu saches que y a 2 catégories de passagers. Tu as les passagers de plus de 10 ans et les passagers de moins de 10 ans. Alors, les passagers de plus de 10 ans, eux, peuvent s'installer sur les places arrière et sur les places avant d'un véhicule. Par contre, les passagers de moins de 10 ans, eux, ça va être vraiment différent. Premièrement, ils devront être installés sur des sièges adaptés répondant à une certaine homologation. C'est ce qu'on va voir après. En plus de ça, les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas s'installer à l'avant d'un véhicule. Ils sont obligés d'être installés à l'arrière. Par contre, il y a 3 exceptions. Donc, tu peux installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant si le véhicule ne dispose pas de place arrière, si toutes les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans, et si tu utilises un siège à coque, alors un siège à coque c'est ça, que tu places dos à la route et en désactivant l'airbag passager. Alors, pour répondre à la question, il faut revenir à quels sont ces sièges adaptés pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, ces sièges adaptés répondent à une réglementation qui va découler une homologation. Alors, il existe 2 homologations pour les sièges enfants. Vous avez l'ancienne homologation, qu'on appelle l'homologation R44. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis ici l'étiquette qu'il y a sur ces sièges. Donc, vous voyez bien, il y a marqué en bas R44. Et cette homologation classifie les sièges selon le poids de l'enfant. Vous voyez ici, il y a marqué 9 kg, 18 kg. Ça, c'est l'ancienne réglementation, on ne va pas en parler. La nouvelle réglementation, elle, c'est ce qu'on appelle la réglementation R129. Donc, si vous regardez bien, ici, c'est l'étiquetage qu'il y a sur les sièges de cette homologation. Donc, il y a bien marqué ici le numéro de l'homologation, 129, et cette homologation classifie les sièges selon, cette fois-ci, la taille de l'enfant. Et regardez ici, il y a marqué quoi ? 150 cm. Alors, dans cette homologation, il existe 3 grands types de sièges pour enfants. Tout d'abord, vous avez le siège à coque qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce siège à coque, c'est pour les enfants qui mesurent jusqu'à 83 cm. Ce siège à coque, vous pouvez le placer à l'arrière du véhicule face à la route,
mais également à l'avant du véhicule, à condition qu'il soit placé dos à la route et que l'airbag passager soit désactivé. Ensuite, vous avez le siège qu'on appelle baquet, qui sont adaptés pour les enfants qui ont une taille allant jusqu'à 1 mètre. Ces sièges baquets, vous pouvez seulement les installer à l'arrière du véhicule, donc face à la roue. En dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le siège avec dossier. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans qui mesurent plus de 1 mètre. Ce siège-là, vous pouvez les placer à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule. Par exemple, si les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans, ou si la voiture ne dispose pas de siège arrière. Alors attention, ce siège-là, vous n'avez pas le droit de le placer dos à la route. Ce siège-là, il faut le placer face à la route. Et il faut activer cette fois-ci l'airbag passager, contrairement au siège à coque. Donc maintenant que vous savez tout ça, pour répondre à la question, regardez bien la question. Il y a écrit « Mon véhicule n'a pas de place arrière ». Donc on est dans la condition où ce véhicule ne dispose pas de place arrière. Est-ce que je peux transporter un adulte? Alors ça oui, un adulte peut aller n'importe où, à l'avant, à l'arrière. En plus ici, l'airbag passager est activé. Donc oui. Est-ce que je peux transporter un enfant de 9 ans? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que mon véhicule n'a pas de place arrière. On est dans une des exceptions à la règle. Et en plus de ça, regardez, l'airbag est activé. Donc, la réglementation, là, elle est totalement satisfaite. Est-ce que je peux placer un enfant sur un siège à coque face à la route? Bah non. Alors déjà qu'on n'a pas le droit d'installer un siège à coque à l'avant face à la route, c'est dos à la route. Et en plus, regardez ici, l'airbag passager est activé. Donc on a 2 fois pas le droit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 9. Je prends en compte les indices. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'assertion. Bien sûr, il faut prendre en compte la signalisation, le céder le passage en A, notre vitesse en D, bien sûr, les usagers qu'il y a derrière nous en B. Par contre, le camion qui circule en sens inverse sur une route en plus à chaussée séparée n'a aucune utilité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 10. Je souhaite stationner à droite. Je me gare alors en créneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches qu'il existe 3 types de stationnement. Le stationnement en créneau, le stationnement en bataille et le stationnement en épi. Alors, concernant le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent l'une derrière l'autre, en général, sur le bord de la route. Ensuite, pour le stationnement en bataille, c'est un stationnement qui se fait perpendiculairement à la route. Ensuite, vous avez les stationnements en épi. Alors, il existe 2 types de stationnement en épi. Le stationnement par l'avant et le stationnement en épi en marche arrière. Tout dépendra du sens de circulation et de l'inclinaison du stationnement en épi. Alors ici, comme vous pouvez le voir sur l'animation, si je stationne à droite, alors je vais stationner en épi et non en créneau.
Et vu l'inclinaison des stationnements, ce sera un stationnement en épi, en marche avant. Deuxième sous-question, je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Eh bien non. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous voyez qu'on a des lignes épaisses dites discontinues qui viennent matérialiser une voie réservée. En l'occurrence ici, c'est sûrement une voie réservée au vélo vu la largeur de la voie. Donc, surtout, je ne serre pas mon véhicule au niveau du trottoir parce qu'on a une voie réservée et donc ce n'est pas notre voie. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on serre au maximum sur notre voie de circulation et on initie la manœuvre en marche avant. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 11. J'utilise de préférence le régulateur de vitesse. Réponse A, sur voie rapide. Réponse B, en agglomération. Alors, le régulateur de vitesse, c'est vraiment pour tout ce qui est voie rapide, autoroute ou route. Très déconseillé en agglomération parce qu'en fait, vous réglez votre vitesse par exemple à 50 km/h, alors qu'en agglomération, il peut se passer plein de choses. Il y a énormément d'usagers vulnérables par exemple. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, route. Réponse B, croisement. Réponse C, position. Alors ici, certes, on rentre dans une agglomération, mais une agglomération non éclairée de nuit. Donc ici, je dois rouler en feu de route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Je suis en train de secourir cette victime qui est inconsciente. Je dois, réponse A, vérifier une hémorragie externe. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse D, la déplacer en sécurité sur le trottoir. Alors, dans le cas où on est face à une victime d'un accident de la route qui est inconsciente, quelle est la procédure à mettre en place ? Tout d'abord, il va falloir vérifier si elle ne souffre pas d'une hémorragie externe, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sang qui coule de son corps. Dans ce cas-là, il faudra donc appliquer une pression à l'endroit de l'hémorragie. Ensuite, il faudra mettre cette personne en position latérale de sécurité. Et enfin, il faudra, si possible, la couvrir avec quelque chose de chaud. Parce que toutes les victimes d'accidents souffrent d'hypothermie, c'est-à-dire que leur corps se refroidit. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Alors, arrivé à cette étape, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire mais attends, t'as pas oublié quelque chose là ? Tu t'appelles pas les secours ? Bah non, j'appelle pas les secours. Ah bah pourquoi t'appelles pas les secours ? Parce que ce serait la première chose à faire quand même. Bah non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez passer un examen. Et dans cet examen, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a des étapes lorsqu'on est protagoniste ou témoin d'un accident de la route.
Ce programme, il dit quoi? Il dit que si vous êtes victime ou témoin d'un accident de la route, il faut respecter ce qu'on appelle le pas. Protéger, alerter, secourir. Et il faut le faire dans l'ordre. D'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ici, si tu regardes la question, qu'est-ce qu'on dit? On dit « je suis en train de secourir ». Donc tu es dans la dernière étape de la procédure. C'est-à-dire que alerter, c'était la deuxième étape, ça c'est déjà fait. Donc là on est dans secourir, on n'est pas dans alerter. Voilà. Donc il faut bien connaître son cours parce que sinon, il y a des questions, vous n'allez pas les comprendre. Et même il y a des questions, en fait, vous allez croire que le moniteur a faux, hein, vous allez être persuadé qu'il a faux, alors que tout simplement, disons qu'il vous manque des connaissances. D'où l'importance de se former correctement, sinon on ne comprend même pas ses erreurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Alors, comme vous le voyez ici, la signalisation indique un panneau de fin d'interdiction de vitesse maximale de 70 km/h. Donc, après l'implantation du panneau, je peux rouler à la vitesse maximale réglementaire. La question ensuite, c'est mais quelle est la vitesse maximale réglementaire? Alors pour ça, je vous incite fortement à aller dans l'information. Vous avez toutes les informations concernant la vitesse maximale réglementaire selon les types de routes. Alors ici, on est hors agglomération, sur une voie à 2 voies en double sens. Donc la vitesse maximale réglementaire est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Je serre le bord droit de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste devant toi, à gauche, tu vois, il y a un cycliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est
sur une rue à double sens cyclable. Effectivement, dans ce cas-là, je me sers au maximum à droite pour pouvoir laisser passer le vélo. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. Après ce panneau, je vais devoir équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La route est praticable. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Alors, ici, en fait, on a affaire à un panneau de praticabilité. Ce panneau nous informe si la route est ouverte ou non. Hein. Alors, bien sûr, sur ce panneau est indiqué si le chemin est ouvert. Ici, c'est ouvert, mais aussi il y a le panneau où le chemin est fermé. Il nous indique aussi les équipements à mettre en place sur son véhicule. Ici, on voit bien qu'on a le panneau d'obligation d'équipement de dispositifs antidérapants. Donc ça peut être des chaînes, donc chaînes métalliques ou chaînes textiles, ou alors ça peut être des pneus neige 3P MSF. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 17. Un taux d'alcool compris entre 0,5 g par litre de sang et 0,8 g par litre de sang constitue A. Un délit, B. Une contravention. Alors, encore une fois, on va pas s'attarder sur cette question parce que c'est du cours. Donc, comme vous le savez, entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on est sur une contravention. Au-delà de 0,8 g, on est dans un délit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 18. Je dépasse le van et le camion sans me rabattre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, si vous regardez bien, on roule à peu près à 124 km/h. On est donc sur autoroute. Et sur notre voie de droite, on a un van gris avec une remorque. Et un peu plus loin, on a un poids lourd. Donc ici, on a affaire à deux véhicules qui, de manière réglementaire, vont rouler beaucoup moins vite que moi. Hein. En l'occurrence, un poids lourd, sur autoroute, sa vitesse est limitée à 90 km/h. Donc là, nous, on roule à 124. Donc il y a plus de 30 km/h qui nous séparent. Donc effectivement, dans cette situation, on va dépasser ces deux véhicules en un seul tenant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Le feu est rouge. Les cyclistes peuvent tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, regarde juste ici, au-dessus du feu rouge, on a un panneau. Alors, ce panneau-là, il fait partie de ce qu'on appelle les panneaux à vélo. Alors, ces panneaux à vélo, il faut absolument que tu les connaisses pour passer ton code de la route. Alors, c'est quoi les panneaux à vélo? Bah, tu as par exemple les accès interdits aux cyclistes, les obligations de pistes et de bandes cyclables, les indications de pistes et de bandes cyclables, les voies réservées aux bus autorisées aux cyclistes, les zones de rencontre, les doubles sens cyclables et les débouchés de vélo. Et enfin, tu as donc ce panneau qu'on appelle un céder le passage cycliste. Bon, on les appelle aussi tourne gauche, tourne droite, ça dépendra du moniteur que tu auras. Alors, si tu regardes bien, ce panneau, c'est quoi en fait? Bah, ce panneau, c'est un panneau céder le passage. Donc, ce panneau qui est réservé au vélo impose au vélo de céder le passage. Cependant, à l'intérieur, bah, on a un petit vélo avec une flèche de direction. Tout droit, à gauche, à droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le feu est rouge, tu as le droit d'emprunter la direction indiquée. Par exemple, ici, à droite. Cependant, c'est un panneau céder le passage. Donc, il faudra que tu cèdes le passage. Mais à qui il faudra que tu cèdes le passage? Alors, il faudra que tu cèdes le passage tout d'abord aux piétons et aussi aux véhicules motorisés que tu rencontreras. Par exemple, dans ce cas-là, si tu veux tourner à droite, il faudra tout d'abord laisser passer les piétons, s'il y en a, mais également les véhicules motorisés que tu rencontreras dans l'intersection. Donc, ici, est-ce que les cyclistes peuvent tourner à droite? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Je peux rouler à. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 80 km/h. Alors, peu importe la route dans laquelle je circule, si ma visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Comme le montre ici le document que vous trouverez dans l'information. Donc, je peux également rouler à 30 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 21. Moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par réponse A, 3, réponse B, 5. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,4 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors ici, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par 3. Et 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie de 0,4 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire 0,8 g par litre de sang. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne.
Question numéro 22. Avoir une alcoolémie de plus de 0,8 g par litre de sang au volant constitue réponse A, une infraction, réponse B, un délit, réponse C, une contravention, réponse D, un crime. Alors, souvent, vous confondez tout. Vous confondez contravention, infraction, délit. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Alors, c'est quoi une infraction déjà ? Une infraction, c'est le fait de contrevenir à la loi. D'accord ? Et lorsque vous allez contrevenir à la loi, vous allez avoir des sanctions. Et il y a différents types de sanctions qui sont classées selon leur gravité. Vous allez avoir les infractions les moins graves qui sont des contraventions. Ensuite, un peu plus graves, les délits. Et ensuite, les plus graves qui sont les crimes. Alors, concernant les contraventions, c'est quoi ? Les contraventions, ce sont des sanctions pécuniaires, par exemple des amendes, plus des sanctions administratives. Par exemple, des retraits de points, des suspensions de permis, des annulations de permis. Ensuite, les délits, ça va être quoi ? Ça va être la même chose, sauf que ce sera un peu plus. Ce sera des amendes un peu plus grandes, ce sera des sanctions administratives un peu plus grandes, et également des peines de prison. Pour les délits, les peines de prison vont de 2 ans à 10 ans. Et enfin, vous avez les crimes. Donc les crimes, il y aura également des sanctions pécuniaires, il y aura également des sanctions administratives, et il y aura des peines de prison allant de 15 ans à la peine à perpétuité. Voilà la différence entre infraction, contravention, crime et délit. Lorsque ton alcoolémie est supérieure à 0,8 g par litre de sang, ça constitue un délit. Et donc, c'est également une infraction. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 23. À 150 mètres, je vais m'arrêter obligatoirement ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a un panneau « Céder le passage à 150 mètres ». Est-ce que je vais m'arrêter obligatoirement ? Non, pas forcément, ça dépendra de la circulation et des voitures qui viendront de la gauche et de la droite. Par contre, est-ce que je vais devoir céder le passage ? Ça oui, obligatoirement. Donc la bonne réponse ici est la réponse B et C. Question numéro 24. Un véhicule en stationnement peut masquer la présence d'un enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je ralentis pour anticiper le danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, les enfants sont généralement de petite taille. Donc, ils sont vraiment très difficiles à percevoir lorsque tu conduiras. Alors, bien évidemment, lorsque tu t'approcheras d'un passage piéton, tu devras également ralentir justement pour anticiper le danger au cas où un enfant serait devant un véhicule et donc masqué par ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C.
Question numéro 25. Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce camion transporte des matières inflammables. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce camion possède une plaque orange qu'on appelle plaque code de danger. Cela signifie que ce camion transporte des matières dangereuses. Également, juste à gauche, ce camion a aussi une plaque losange qu'on appelle plaque symbole de danger qui indique le symbole du danger. Ici, ce symbole indique que ce camion transporte des matières inflammables. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. L'apparition de douleurs durant la conduite est un signe de fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, si tu conduis et que tu commences à avoir des douleurs, par exemple, à la nuque, aux jambes, au dos, mais également si tu commences à voir que tu as les paupières lourdes, par exemple, ou que tu as la bouche sèche, tout ça, effectivement, ce sont des signes de fatigue. Donc oui, l'apparition de douleurs est là pour te dire, attention, il faut que je me repose. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. À bord d'un véhicule, il est obligatoire de posséder A. Un certificat d'immatriculation, B. Le carnet d'entretien, C. Le PV du contrôle technique. À bord d'un véhicule, il n'est pas obligatoire de posséder le PV du contrôle technique. Il n'est pas non plus obligatoire de posséder le carnet d'entretien. Par contre, il est obligatoire de posséder le certificat d'immatriculation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28.
Le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce contexte, je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça c'est un point qu'on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos YouTube et également donc, dans l'information. Alors, est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste? Comme vous le voyez ici, on a une ligne blanche. Donc, est-ce que lorsqu'on a une ligne blanche, on peut dépasser un cycliste? Bon, la réponse est oui, mais à plusieurs conditions. Rappelez-vous, il y a une nuance entre franchissement et chevauchement. C'est-à-dire que là, vous pouvez dépasser le cycliste à condition que vous chevauchiez la ligne blanche. Donc, on va revenir donc, sur la notion de chevauchement et de franchissement. Là, par exemple, dans ces petites animations, voilà, vous pouvez dépasser le vélo si vous chevauchez la ligne. Par contre, si vous la franchissez, c'est-à-dire si les 4 roues sont à l'extérieur, alors ça c'est interdit. Par contre, si vous chevauchez, c'est-à-dire que vous avez toujours les 2 roues à l'intérieur de la voie, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Et donc là, pour le coup, c'est autorisé, même avec une ligne blanche. Ensuite, deuxième question. Dans ce contexte, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Si vous regardez bien, lorsqu'on regarde au loin, on a un virage très serré. En fait, on a une très mauvaise visibilité de ce qui se passe à environ 50 mètres. D'ailleurs, si vous regardez bien, et ça aussi on l'a vu à plusieurs reprises, on a ce qu'on appelle des balises à chevrons. Donc ces balises à chevrons vous avertissent d'un virage dangereux. Donc ici, on ne peut pas dépasser le cycliste. Certes, on est autorisé à dépasser par le marquage au sol, mais dans ce contexte de manque de visibilité, on ne pourra pas dépasser le cycliste. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on arrive sur ce qu'on appelle un croisement difficile. Alors ici, on voit bien qu'on va croiser un camion un peu volumineux et donc on va avoir du mal à se croiser. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Certains rétroviseurs intérieurs ont une position de nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certains rétroviseurs intérieurs s'assombrissent automatiquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, il y a des rétroviseurs intérieurs qui ont une position de nuit pour pas être éblouis la nuit par les usagers qui sont derrière nous. Et même, dans les modèles les plus récents, le rétroviseur intérieur se met en mode nuit, c'est-à-dire qu'il s'assombrit automatiquement. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. Je peux rouler sur la voie de bus avec une motocyclette.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, la voie de bus, tu vois bien qu'elle est autorisée aux bus et aux cyclistes. Elle est strictement interdite aux deux roues motorisées, que vous soyez un cyclomoteur ou une motocyclette. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Je peux m'arrêter sur l'emplacement à droite pour téléphoner à un ami? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement en cas d'urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez le panneau qui est juste à droite. Ce panneau d'indication indique un emplacement pour le stationnement et même l'arrêt. D'accord? Donc, et à ne pas confondre avec ce panneau qui indique l'emplacement d'un arrêt d'urgence, où on peut s'arrêter seulement en cas d'urgence. Donc, ici, cet emplacement est autorisé donc à l'arrêt ou au stationnement, et je pourrais téléphoner à un ami, je pourrais me reposer, peu importe. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 33. Le pictogramme de niveau 3 indique réponse A, de rouler avec précaution. Réponse B, de demander l'avis d'un pharmacien. Le pictogramme de niveau 1 indique réponse C, d'être vigilant. Réponse D, de ne pas conduire sans lire la notice. Alors là, encore une fois, une question de cours. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Alors, donc vous savez que ces pictogrammes sont les pictogrammes qu'il y a sur les médicaments. Donc le pictogramme de niveau 3 vous informe que pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis d'un médecin et non pas d'un pharmacien. Concernant le pictogramme de niveau 1, il vous indique de ne pas conduire sans avoir lu la notice. Donc ici, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 34. Devant cette entrée, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors déjà, avant de répondre à cette question, on va répondre à une question très bête. C'est quoi stationner et c'est quoi s'arrêter? Ça a l'air d'être bête comme ça, mais il faut le savoir. Alors, s'arrêter, selon le code de la route, c'est quoi? C'est avoir sa voiture immobilisée et être derrière le volant, ou bien à l'extérieur de la voiture, mais à proximité immédiate. Alors attention, proximité immédiate veut dire proximité immédiate. Aller à la boulangerie ou remonter chez soi pour aller chercher quelque chose que vous avez oublié, ça, c'est pas proximité immédiate. Et donc, le stationnement,
C'est quoi? Bah, c'est lorsque votre voiture est immobilisée et que vous n'êtes pas derrière le volant et que vous n'êtes pas à proximité immédiate. Alors, ici, est-ce que je peux stationner devant cette entrée carrossable? Eh ben non, j'ai pas le droit de me garer de stationner devant une entrée carrossable car c'est une infraction qui constitue une contravention de deuxième classe. Est-ce que je peux m'arrêter devant une entrée carrossable? Bah oui, vous pouvez vous arrêter devant une entrée carrossable. Donc, les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2 000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2 000 €, quoi, un peu moins. C'est 1 800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2 000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Le taux d'alcool délictuel pour un permis probatoire est de: réponse A, 0,8 g par litre de sang. Réponse B, 0,4 mg par litre d'air. À partir de ce taux, le risque d'accident est multiplié par 15, réponse C, 10, réponse D. Encore une fois, ça c'est des questions vraiment qu'on voit souvent. Donc ici, le taux d'alcool délictuel pour un permis probatoire, il est de 0,8 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,4 mg par litre d'air expiré. C'est le même que pour un permis normal. Donc à partir de ce taux, le risque d'accident, lui, il est multiplié par 10. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 36. Ce panneau indique une interdiction de stationner du côté impair de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ce panneau indique une interdiction de se garer du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Ma batterie est déchargée.
je recharge ma batterie à l'aide d'un autre véhicule. Pour cela, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, tu vois, c'est une question importante de manière pratique, mais aussi parce que c'est des questions qui tombent de plus en plus lors des examens de la nouvelle réforme, donc des nouveaux examens du code de la route. Le plus simple ici, c'est que je t'apprenne en fait toutes les étapes pour pouvoir recharger ta batterie lorsqu'elle est déchargée à l'aide d'un autre véhicule. Et ça va te servir vraiment toute ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment recharger une batterie. Donc ici, on va voir comment on la recharge. Alors, ici, comme tu le vois dans ce schéma, à droite, il y a le véhicule qui n'est pas en panne, en fait, le véhicule chargé, vous voyez, avec la batterie verte. Et à gauche, le véhicule avec une batterie déchargée, donc rouge. Alors, tout d'abord, on va, moteur éteint, tous les deux moteurs éteints, on va brancher la borne plus du moteur valide avec la borne plus du moteur du véhicule en panne. Deuxième étape, on va brancher la borne négative de la batterie qui fonctionne à la borne négative de la batterie qui fonctionne pas. Alors attention, parfois les bornes négatives ne sont plus accessibles, surtout dans les nouvelles voitures, dans les nouveaux véhicules. Donc vous le branchez sur n'importe quelle partie métallique de votre véhicule. Essayez de prendre une partie métallique qui n'a pas de peinture. Voilà. Plutôt des parties galvanisées même, ce serait beaucoup mieux. Alors, une fois que les raccords sont faits, on démarre la voiture qui a une batterie qui fonctionne. On attend quelques minutes. Et là, on démarre la voiture qui a la batterie déchargée. Donc, une fois que c'est fait, on laisse, vous laissez quelques minutes la batterie se recharger. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retirez tout d'abord les bornes négatives, donc le fil noir, et ensuite les bornes positives. En fait, vous faites l'inverse, tout simplement. Donc voilà comment on charge une batterie qui est déchargée. Donc ici, pour répondre à la question, donc la bonne réponse est la réponse A. Effectivement, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Bien sûr, il faut respecter l'ordre qu'on vient de voir. Question numéro 38. Je suis contrôlé positif au cannabis. J'encours. Réponse A, 2 ans de prison. Réponse B, 5 ans de prison. Réponse C, un retrait de 6 points. Réponse D, une suspension de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez donc dans la plateforme pédagogique, si vous êtes contrôlé positif au cannabis, alors c'est ce qu'on appelle un délit de stupéfiant, et vous encourez bien sûr 6 points de retrait, donc une grosse amende de 4 500 €. Vous risquez maximum 2 ans de prison, une suspension de permis, l'obligation de réaliser un stage, et également la rétention immédiate du permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs.
Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser. Tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Ce mineur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. En cas de contrôle, ses parents devront payer la contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a affaire donc ici à un passager qui n'a pas sa ceinture. Alors, concernant la réglementation concernant le port de la ceinture de sécurité, vous avez deux cas. Le cas où le passager est mineur et le cas où le passager est majeur. Dans le cas où le passager est mineur, c'est le conducteur qui devra payer l'amende. Dans le cas où le passager est majeur, c'est le passager qui devra payer son amende. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Alors, attention, je sais que beaucoup de gens vont croire qu'il y a une erreur à cette question. Je répète,
Il n'y a pas d'erreur à cette question. La bonne réponse est la réponse B. Si tu es convaincu qu'il y a une erreur à cette question, je te conseille fortement d'aller dans la formation. La formation, elle est là pour cela. Donc, pas d'erreur à cette question. Question numéro 40. Durant ma période probatoire, je place le signe A de préférence. En A, réponse A. En B, réponse B. En C, réponse C. En D, réponse D. La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.